Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. On va s'entretenir avec Yannick Godette, doctorant en travail social de l'Université du Québec à Montréal, qui a fait une étude sur le chemsex et ses effets. Et évidemment, il fait part là, dans un article de cette étude-là et de ce qui en a découlé. Donc, on va analyser tout ça ensemble. Et peut-être que vous êtes comme moi, puis c'est la première fois que vous entendez parler de chemsex. Donc, on va commencer comme ça. Allô, Yannick, tout d'abord. Bonjour, M. Barry, merci de me recevoir. Ben, écoute, ça fait plaisir, parce que moi, honnêtement, quand j'ai vu ton étude, c'est la première fois que j'entendais le terme chemsex. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, auditrices, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement. Mais en fait, le chemsex, en fait, comme le dit le terme, en fait, c'est pour la jonction de chemical et sexualité, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est l'utilisation de drogues de synthèse, de substances psychoactives en contexte sexuel. Le chemsex, par contre, comparativement à la consommation sexualisée, qui est une autre chose, le chemsex, c'est vraiment une pratique qui concerne les hommes de la diversité sexuelle, les personnes trans et les personnes non-binaires. Puis, il y a certaines substances qui sont davantage consommées quand on parle de chemsex. À Montréal, on fait particulièrement état de crystal meth, GHB et de kétamine. C'est ça, là, c'est des drogues dures, là. C'est des drogues, c'est assez intense. Et pourquoi plus vers les gens de la diversité, vers les personnes trans, etc.? Pourquoi ça se porte plus vers eux? Ben, en fait, c'est ça. On essaie de comprendre présentement quelles sont les raisons qui font que nos communautés sont particulièrement touchées, en fait. Ce qu'on voit, par contre, c'est que notre rapport à la sexualité dans nos communautés a quand même évolué à travers les années aussi. Il y a eu la crise du VIH-Sida dans les années 80-90, ça a eu des impacts sur notre manière de vivre notre sexualité, la question de l'homophobie, de la transphobie. Ces éléments-là se sont beaucoup répercutés par de la honte, notamment. Donc, c'est sûr qu'en consommant des substances, des stimulants aussi importants, ça fait en sorte qu'il y a une plus grande aisance à entrer en contact avec l'autre et à vivre sa sexualité par la suite. Donc, ça enlève les inhibitions. C'est un peu ça qu'on peut dire. Est-ce que je comprends, dans le fond, que au début, avec la honte, les préjugés, tout ça, c'est difficile pour certaines personnes de se laisser aller dans ce qu'ils ont envie de se laisser aller. Donc là, on commence à consommer pour se donner le courage d'avoir une activité sexuelle après. Et là, ça devient une espèce de cercle vicieux de dépendance. Là, tu te dis, bon, ben j'ai pris telle substance pour avoir du sexe, je vais le reprendre pour avoir une deuxième relation. Puis là, à un moment donné, pour toi, le sexe, ça se fait en consommant. Oui, ben en fait, absolument. Pour certaines personnes, il y a vraiment une dépendance qui va s'installer. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, toutefois. Donc, il y a des gens qui vont consommer du crystal meth à une reprise, 2 reprises, puis ils n'auront plus jamais d'expérience par la suite. Donc, le chemsex, c'est pas nécessairement quelque chose qui devient problématique. Par contre, on sait que ça peut mener à des répercussions quand même importantes sur la santé des individus, notamment au plan de la santé mentale, de la santé physique, mais de la santé sexuelle aussi. Écoute, je veux vraiment pas banaliser ça, mais la première impression que j'ai eue, c'est, on a souvent entendu ça, moi, quand j'étais plus jeune, des gens qui consommaient de l'alcool parce qu'ils étaient plus à l'aise une fois rendus dans la relation sexuelle. Ça enlevait justement une partie des inhibitions. Donc, dans le fond, est-ce que la société est devenue plus intense qu'elle l'était à l'époque? On a de nouvelles manières, on est plus extrême qu'on l'était, mais est-ce que c'est juste un peu la suite logique de bon, ben je vais prendre une demi-bouteille de vin parce que ce soir, je sais que je vais faire l'amour, puis c'est plus facile pour moi dans ce temps-là. Puis là, ben on est rendu jusqu'aux drogues dures? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas nécessairement une suite logique. Là, moi, les personnes que j'ai rencontrées qui font du chemsex vont pas nécessairement passer de l'alcool au cannabis, vont commencer à consommer de la cocaïne, puis vont arriver au crystal meth éventuellement. Moi, j'ai rencontré certaines personnes qui ont commencé à consommer cette substance-là sans nécessairement savoir c'était quoi, sans nécessairement connaître les effets de la substance aussi. Donc, c'est encore important qu'on puisse en parler dans notre communauté parce que ça fait en sorte que présentement, le manque d'informations fait en sorte que les gens consomment sans nécessairement bien connaître les effets. Donc, on veut vraiment continuer la sensibilisation à ce niveau. Non seulement, bien évidemment, on a peur que ça devienne, que ça crée une dépendance chez ces personnes-là, mais il y a aussi, dans votre étude, une problématique au niveau des émotions. Parce que le lendemain matin, une fois qu'on en est revenu de tout ça, on se retrouve face à nous-mêmes, face à notre solitude, face à cette relation-là qu'on vient d'avoir, conscient et en même temps pas trop conscient parce qu'on était sous effet de drogue dure. Donc, il y a tout ce cheminement-là qui est dangereux.
Oui, exactement. En fait, ben, c'est sûr qu'une des choses qui, moi, revient dans mon étude, c'est la question du rapport à la communauté puis de la solitude aussi. Souvent, les gens vont vouloir consommer pour se retrouver avec d'autres personnes, pour être en mesure de connecter, justement, sur le plan de la sexualité, mais aussi dans l'échange avec les autres. Mais lors de la descente, quand les gens reviennent à la maison, le sentiment de solitude, lui, il revient puis il pèse d'autant plus lourd. Donc, Mhm. on peut devenir rapidement dans un cercle vicieux sur le plan affectif. Il peut avoir quelque chose de très vicieux à ce niveau-là. Fait que, au fond, le résultat de votre étude, là, toi qui l'analyses, là, c'est de te dire il faut changer en société parce que tant qu'on ne va pas assumer ces rapports-là, assumer ce qu'on est, assumer le genre de relation qu'on a le goût d'avoir, ben on va se cacher derrière toutes sortes de drogues. Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est pas une question individuelle de il faut uniquement s'affirmer. Par contre, il y Mhm. a des choses à changer sur le plan social. Toutes les questions d'homophobie, de transphobie, je pense qu'on peut s'entendre qu'aujourd'hui, ça n'a plus sa place. C'est Fierté Montréal qui commence cette semaine et ce festival-là a encore sa raison d'être. C'est super important qu'on parle de ces questions-là. Après ça, est-ce qu'il y a des services spécialisés qui abordent à la fois la consommation et la sexualité présentement au Québec? Il y en a à peu près pas. Les services qui existent, c'est vraiment la communauté qui les a mis en place dans les dernières années, mais c'est des services qui, malheureusement, ne sont pas pérennes parce que les offres de financement ne sont pas présentes. Il y a quand même une précarité financière au sein des organismes communautaires, on le sait bien. Donc, c'est quand même important qu'on puisse reconnaître que c'est un enjeu de santé publique, présentement, le chemsex, pour offrir des couloirs de financement et de services qui vont répondre aux besoins de cette communauté-là. Non, clairement. Je comprends très, très bien l'homophobie, la transphobie, comme tu l'as dit, mais j'essaie de comprendre, parce que puis toi, tu as parlé avec des gens, parce que tu as étudié un certain nombre de personnes. Pour moi, là, je comprends que, mettons que tu as quelqu'un dans ton entourage qui est homophobe, c'est pas facile à vivre. Mais lorsque tu te retrouves dans une relation homosexuelle avec quelqu'un aussi qui veut une relation homosexuelle, c'est là où je comprends pas le malaise de ces deux personnes-là. C'est là où je comprends pas qu'on ait besoin de consommer parce que c'est deux personnes homosexuelles ensemble, donc il y a pas l'homophobie là, qui gravite autour de cette relation-là. Mais en fait, oui, elle gravite encore, j'ai envie de vous dire, parce que les expériences d'homophobie, de transphobie qu'on peut avoir vécues dans notre passé, je suis tout à fait conscient que présentement, on évolue socialement dans le meilleur sens. Du moins, j'espère que ça va se poursuivre à ce niveau-là. Je pense qu'on fait des efforts à ce niveau-là. Mais quand même, ça nous marque en tant qu'individu. Hmm. C'est encore là ces sentiments de honte-là, l'hésitation que ça peut créer par rapport à notre sexualité, on peut encore y penser. OK. Et toi, ton étude, explique-nous-la rapidement, parce que bon, je vais essayer de la vulgariser, mais je suis pas sûr que je vais réussir. Tu as travaillé sous forme de photos. Donc, les gens devaient te remettre des photos, et c'est ces photos-là que tu as analysées qui t'ont permis d'arriver à tes résultats. Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai rencontré une dizaine de personnes dans le cadre de mon étude. Ce que je leur ai demandé, c'est de prendre des photographies qui leur permettraient d'exprimer, représenter leurs émotions. Donc, c'est vraiment l'objectif. Puis, par la suite, on se rencontrait une deuxième fois dans le cadre d'un entretien, puis on faisait le tour des photos pour justement qu'ils me parlent de tout ce qu'ils vivaient sur le plan émotif, autant avant une séance de chemsex, pendant le chemsex, mais aussi après le chemsex, puis pour certaines personnes aussi dans leur processus de rétablissement. Qu'est-ce qui se passait pour eux? Puis en fait, ça nous donne l'opportunité du 1er au 4 août, donc un lancement demain soir, de l'exposition des photographies qui ont composé l'étude avec Fierté Montréal. OK, ça va être exposé quand même. Lorsque tu as discuté avec ces gens-là, là, puis là, ils t'ont apporté leurs photos, puis ils ont avoué qu'ils faisaient du chemsex et tout ça, lorsque tu leur as parlé, mettons, de plus le faire, d'arrêter, d'avoir des relations sexuelles complètement sobres, à jeun, sans aucune substance, c'était quoi leur réaction? En fait, moi, je leur ai pas dit d'arrêter en tant que tel. C'est pas ça l'objectif. Ce qu'on Hmm. veut, c'est que les gens prennent des décisions pour eux-mêmes. On reconnaît que le chemsex, ça peut avoir des répercussions, mais on travaille vraiment et on priorise une approche de réduction des méfaits en intervention. Si, puis on peut revenir aux émotions, si on dit à quelqu'un, tu dois arrêter de consommer, tout ce qu'on va faire, c'est générer d'autant plus de honte puis de culpabilité. Parce Je que les comprends. gens consomment des substances psychoactives, donc on essaye vraiment d'être dans une posture d'ouverture, de réduction des méfaits pour accueillir tout le monde. Je comprends, mais tu sais, pour avoir eu des gens qui ont arrêté de boire, par exemple, dans mon entourage, ou arrêté de consommer, ces gens-là,
le savent bien que si on leur pose des questions, que si on leur demande de prendre des photos, si on les amène à parler de leurs émotions, c'est parce qu'on étudie un peu le phénomène. Donc, je veux dire, ils sont pas stupides non plus. Donc, ils devaient bien savoir que si on posait des questions là-dessus, c'est parce que c'est un comportement dans un monde idéal qui devait arrêter. Fait qu'il n'y a personne qui t'a parlé de ça. Il n'y a pas personne qui a fait « J'aimerais ça arrêter, mais je suis pas capable » ou « Je sais que je devrais pas aller là, mais c'est plus fort que moi. » Donc, tu n'as eu aucun témoignage là, parmi les photos que tu as reçues puis les gens que tu as rencontrés. En fait, c'est pas ça que j'ai dit. Puis j'ai même envie de vous dire qu'une des choses qui ressort de mon étude, c'est que en prenant conscience de leurs émotions, en focalisant sur leurs émotions, ça les a fait cheminer aussi dans leur parcours. Les gens se sont questionnés à savoir, mais est-ce que je suis encore bien là-dedans? Est-ce que j'ai encore du plaisir à ce niveau-là? Puis moi, il y a quelques personnes participantes que je leur ai remis des ressources et je leur ai dit, mais écoutez, ces ressources-là, elles sont adaptées, elles peuvent vous aider. Donc, sur le plan éthique, c'était quand même très important de leur remettre des ressources. Mais le but, c'est pas de dire aux gens d'arrêter de consommer forcément. Le but, c'est qu'il y ait des services qui soient disponibles pour accueillir ces personnes-là. Je comprends. Le but, c'est de sensibiliser, de faire parler, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de services et que les gens réalisent d'eux autres mêmes que dans un monde idéal, ils iraient chercher justement de l'aide pour passer à l'étape suivante. C'est très intéressant comme étude, comme sujet aujourd'hui. Merci beaucoup, Yannick, de t'être prêté au jeu. Et donc, on rappelle là, cette exposition-là, puis on invite les gens à se pencher, évidemment, sur le sujet et faire avancer les choses. Merci. Merci, bonne journée.